Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tous selon l'endroit où vous êtes. Je suis Colin Emery et je suis une des hôtesses, enfin, un des hôtes. Aujourd'hui, je suis ravie de vous voir aujourd'hui et nous allons attendre 1 ou 2 minutes parce que je vois que le nombre de participants augmente pendant que je parle. Mais avant de commencer, je veux euh, faire remarquer qu'il y a l'interprétariat qui est disponible. Tout est traduit depuis l'anglais vers l'espagnol, l'arabe et le français. Nous avons Rachid, Marie et notre interprète espagnol, Miguel, et nous les remercions de leur service aujourd'hui. Juste rappeler que vous pouvez avoir accès à l'interprétariat si vous appuyez sur le petit globe en bas de votre écran. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on va commencer aujourd'hui. Bienvenue à notre deuxième webinaire sur le développement de la première enfance. Nous sommes ravis de vous voir aujourd'hui et tout aujourd'hui va tourner autour des outils concrets et pratiques que nous pouvons utiliser en cas d'urgence. Et nous allons avoir des exemples lorsque des- ces outils ont été utilisés. Avant de commencer, je voulais juste vous donner quelques renseignements utiles. Ce webinaire est enregistré aujourd'hui. L'enregistrement et les diapos seront partagés avec vous par la suite. Si vous voulez vous présenter, ça nous serait très agréable. Et mettez les renseignements dans le chat, qui vous êtes, d'où vous êtes connecté aujourd'hui, pour qu'on puisse savoir. Quelques autres renseignements avant de commencer. euh, Essayez d'éteindre vos micros et vos caméras pour qu'on puisse avoir suffisamment d'Internet pour tout le monde et pour ne pas avoir d'interférence. Si vous avez des questions euh, que vous souhaitez adresser au présentateur, mettez-les dans le Q&A, les questions-réponses, et on voit tout cela vous le trouverez à côté du globe en bas de votre écran. Nous aurons également une période de questions-réponses et on prendra vos réponses, vos questions. Et si on ne répond pas à tout, on résumera l'ensemble des questions et on vous donnera les réponses après ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser les questions-réponses. Donc, ensuite, je voulais parler du groupe qui a organisé le webinaire d'aujourd'hui. C'est un groupe de travail euh, qui travaille euh, en secret, enfin, en tout cas pas devant. Et les organisateurs sont ceux dont le logo apparaît sur l'écran aujourd'hui. On les remercie pour tout le travail qui a été fait afin de pouvoir tenir ce webinaire aujourd'hui. On, on aimerait aussi remercier tous les groupes, toutes les agences qui nous permettent de tenir ce webinaire aujourd'hui. Vous voyez leurs noms sur l'écran également. Nous avons deux objectifs aujourd'hui. Le premier, c'est d'étudier, de voir comment ce sujet peut être intégré dans nos programmes de terrain. Vous allez donc avoir des exemples pratiques sur ce qui se passe vraiment. Et aujourd'hui, on va parler essentiellement des outils pratiques. Dans l'exemple numéro 2, vous entendrez parler de deux programmes de terrain qui ont utilisé des outils. On saura ce qu'ils ont fait et comment ils ont pu intégrer ces outils dans les programmes existants. Diapo suivante. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, avant de commencer avec les présentations, je présenterai les personnes, puis ensuite on aura deux exemples de pays. euh, et ensuite, suite à ces présentations, nous aurons une session de questions-réponses et puis on aura quelques remarques de clôture avant de nous quitter.
Le webinaire devrait durer juste un peu plus d'une heure aujourd'hui. Diapo suivante. Là, vous voyez toutes les personnes qui ont travaillé au webinaire d'aujourd'hui. Vous avez Colin, Rosalind, Eduardo, Andrea Garcia, de Save Children. Nous avons Dr. Saholi, qui représente le ministère de la Santé de Madagascar. Nous avons Jadiel Kossou, qui va co-présenter un exemple du pays. Et puis nous avons un représentatif de, de l'organisation volontaire internationale orthodoxe chrétienne, c'est Bayan Ahmad du Liban. Et vraiment, on a hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire. Donc ensuite, sans plus attendre, je vais transmettre la parole et le micro euh, à des personnes qui souhaitent partager leurs exemples. Donc, on va commencer par Dr. Saholi et, et Jadia. La parole est à vous. Merci à vous. Le ministère de la Santé sera en duo avec l'UNICEF pour cette présentation. Nous allons vous présenter les avancées et les perspectives sur les tests et l'intégration des outils de TPE en situation d'urgence dans la prise en charge de la malnutrition aiguë à Madagascar. Next. En compilant les données de l'EDS et du MIX, nous notons que l'implication parentale dans des activités favorisant la stimulation des enfants âgés de 2 à 4 ans reste un peu limitée et autour de 25%. 8,6% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë avec un risque élevé de mortalité associé et sont très peu stimulés lors de la survenue de la malnutrition. Du fait de sa position géographique dans l'océan Indien, Madagascar est très vulnérable au choc climatique. Dans le Grand Sud-Est, des précipitations des plus fortes et des cyclones récurrents ont des effets dévastateurs. Les cyclones parfois touchent des zones qu'ils ne touchèrent pas traditionnellement. Dans le Grand Sud, Madagascar subit des épisodes récurrents de sécheresse qui causent déjà de terribles souffrances sur les jeunes enfants. Les enfants sont les premières victimes et les plus touchés par ces changements climatiques. Face à cette situation, des initiatives ont été développées pour soutenir les enfants et les familles à gérer cette opposition continue aux effets des changements climatiques. Par l'exemple, par l'ensemble des acteurs. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'UNICEF, a mis en place donc, next s'il te plaît, a mis en place les centres de réhabilitation nutritionnelle et le continuum au niveau communautaire avec les autres partenaires. Des séances d'orientation avec les membres des clusters et les groupes techniques sur l'appui psychosocial en situation d'urgence ont été aussi faites. Un partenariat dynamique a été établi avec la Société sans fin de la pédiatrie de Madagascar, SOMAPED, pour renforcer les agents de santé sur la prise en charge psychosociale dans la prise en charge de la malnutrition et l'intégration de l'appui psychosocial dans la révision des protocoles de prévention et de la prise en charge de la malnutrition aiguë. Next. C'est dans un tel contexte que l'outil sur la TPE en situation d'urgence est venu pour nous aider à renforcer davantage les paquets existants. Ces outils sont appelés outils espoir pour nos enfants, visent à stimuler une parentalité ludique dans le contexte d'urgence de Madagascar et aussi assurer le bien-être des responsabilités. Il vise à renforcer la capacité des responsables d'enfants à prendre soin d'eux-mêmes pour pouvoir prendre soin de leurs enfants. C'est un outil assez intéressant et utile pour nos programmes
et nous sommes actuellement en pleine appropriation au niveau national. Afin que l'outil soit utilisé véritablement dans les programmes de nutrition et de TPE en situation d'urgence, une théorie de changement a été développée qui montre comment la nutrition se concentre sur le développement précoce en incluant la stimulation et l'engagement de la famille. Next. Sur cette base, il s'est avéré nécessaire de mettre en place un pool de formateurs sur cet outil. Ce pool de formateurs était donc composé de pédiatres de la Société malgache de pédiatrie, des médecins du service de la nutrition du ministère de la Santé publique, des acteurs de l'Office national de la nutrition, des ONG locales et internationales impliquées dans la prise en charge et dans la prévention de la malnutrition aiguë. La phase suivante, après la constitution de ce pool de formateurs, est vraiment les tests de cet outil. Les derniers jours de formation ont permis donc aux différents acteurs de définir les grands axes des tests avec l'appui de l'UNICEF. Merci, Dr Saoul, Jadiel de l'UNICEF. Donc, effectivement, après avoir constitué ce pool de formateurs sur cet outil-là, l'UNICEF s'est engagé auprès du ministère, auprès du gouvernement, pour pouvoir tester l'outil, mais aussi aider le gouvernement à l'intégrer dans les programmes de nutrition et de développement de la petite enfance à Madagascar. Et donc, il s'est agi d'abord de définir un protocole de test de l'outil. Donc, sur la base des recommandations issues de ce pôle de formateurs de multisectoriels et d'experts, donc on a élaboré ce protocole de test de ces deux outils-là. Et donc, ce test fera un focus sur les zones de sécheresse, comme elle a dit tout à l'heure, mais aussi sur les zones où nous avons la survenue du cyclone à Madagascar. Et donc, le test de l'outil se fera en milieu communautaire et aussi en milieu hospitalier. Pour ce qui est du milieu hospitalier, nous avons identifié avec le ministère 3 centres hospitaliers universitaires où il y a des étudiants qui pourront nous appuyer pour vraiment tester cet outil. Parce qu'avant de le mettre à l'échelle, on veut vraiment voir et maîtriser un peu tous les facteurs autour de l'outil pour pouvoir vraiment l'adresser après aux communautés pour qu'il ait plus de résultats et avoir le plein potentiel possible. Et donc, avec le ministère, on a convenu de faire ce test-là dans ces 3 centres hospitaliers-là. Et comme nous savons, les responsables d'enfants, lorsque l'enfant est atteint de malnutrition aiguë sévère avec complications, le temps d'hospitalisation dure en moyenne 10 jours. Et donc, les responsables d'enfants seront évalués au début. On fera une évaluation de base au début pour pouvoir voir un peu la santé mentale de ces caregivers-là, de ces responsables d'enfants-là, mais aussi voir l'interaction parent-enfant. Et après, on va adresser tout ce paquet-là. Et à la sortie, en moyenne 9-10 jours, on pourra aussi faire encore un test et pouvoir véritablement voir est-ce qu'on a eu un changement. Car le but, c'est d'aider les parents à pouvoir prendre soin d'eux-mêmes, d'une part, mais aussi pouvoir aussi prendre soin de leurs enfants à travers une parentalité ludique, donc stimuler l'engagement parental. Et on a déjà presque finalisé ce protocole-là. On a eu des discussions préalables avec Harvard University et on doit maintenant finaliser les discussions avec eux en leur envoyant la dernière mouture de ce document. De l'autre côté, à Madagascar, l'une des spécificités ici, c'est que la langue la plus parlée, c'est le malagas. Donc, les deux outils ont déjà été traduits en malagas, la langue ici la plus parlée, et ont été déjà testés pour ajuster certains mots en lien avec le dialecte, certains thèmes techniques. Donc là, l'outil actuellement va vraiment s'intégrer dans le contexte local ici. Donc, tout est prêt pour vraiment conduire ce test-là déjà. Pour ce qui est du niveau communautaire en lien avec le test, nous avons aussi traduit l'outil déjà et nous allons utiliser comme vecteur les programmes où nous intervenons, les programmes de nutrition et de développement de la petite enfance où nous intervenons pour aussi tester cela. Mais là, ça sera sur une période un peu plus longue où on aura des cohortes. On va les suivre sur une période de 6 mois. On aura un baseline à mi-parcours et à la fin des 6 mois pour voir est-ce que les parents, comment ils gèrent le stress par rapport à la survenue de cette sécheresse récurrente dans le sud de Madagascar, mais aussi la survenue des cyclones, comment ils gèrent le stress et tout, comme l'outil contient des techniques de gestion du stress et tout, mais aussi comment ils s'engagent avec les enfants, comment ils s'engagent avec leurs enfants pour pouvoir les stimuler davantage et tout. Next. Et comme dans cet outil, il y a
des modules qui parlent de jouer sans le jeu. Donc, les parents peuvent jouer sans le jeu, des techniques pour jouer avec son enfant sans le jeu, mais aussi jouer avec le jeu, en lien avec les recommandations de l'OMS de 2023 qui préconise vraiment l'intégration de l'appui psychosocial dans la prise en charge, comme phase intégrante de la prise en charge de la malnutrition. Nous savons que le AUTF, le Propinote, entre en lien avec dans le traitement de ces enfants-là. Mais ce qui emballe aussi, l'emballage de ce Propinote aussi, ce carton aussi, entre aussi en lien dans le traitement. Donc, ces cartons-là peuvent être utilisés, qu'ils aient des designs ou non, ces cartons peuvent être utilisés pour stimuler les enfants. Et comme on parle d'engagement, comme le point clé de l'outil, c'est vraiment l'engagement parental, et qu'il y ait des modèles, des modules sur des travaux de jeu, comment les parents peuvent fabriquer des jouets pour leurs enfants et s'engager auprès de ces derniers. Donc, ces cartons-là, c'est quand même une bonne base pour que les parents s'intéressent à la conception des jouets. On va les renforcer là-dessus. L'outil, il y a des revues d'outils qui le permettent et pour avoir différentes formes de jeux sur la base de ces cartons-là. Donc, du niveau intensif jusqu'au niveau ménage, l'enfant pourra quand même avoir différentes formes de jeux sur la base de ces cartons-là, avec vraiment un engagement parental qu'on va aussi mesurer. Et bien sûr, dans ce test, nous prendrons en compte aussi, que ce soit en milieu hospitalier ou en milieu communautaire, tous les facteurs de confusion. Next. Et donc, à la fin, lorsqu'on va finir ce test, on a déjà discuté avec les différentes parties prenantes et on va vraiment maintenant l'intégrer dans nos programmes existants. Et on a, avec les acteurs, les partenaires, on a défini vraiment quatre grands axes. Le premier axe, c'est vraiment dans nos programmes de protection sociale où on distribue du cash comme mesure d'accompagnement. Certains éléments de l'outil seront utilisés vraiment pour renforcer les parents dans les mesures d'accompagnement du cash. Deuxièmement, on va introduire cet outil-là dans nos programmes de santé, de nutrition à assise communautaire, dans ces zones-là où la sécheresse est récurrente et aussi dans ces zones où le cyclone est aussi récurrent. Et aussi, lors de l'installation des camps de déplacement, de déplacer, lorsque le cyclone arrive, les populations se déplacent, on met en place des espaces d'accueil, donc où on fait un soutien psychosocial. Donc, ce outil, maintenant, quand on va finir de le tester et qu'on va considérer toutes les variables ethniques du pays et tous les facteurs sociologiques pour l'ajuster, on va l'intégrer aussi dans ces espaces-là pour que ces parents puissent bénéficier, ces responsables d'enfants, de tout le support et offrir aussi l'opportunité aux enfants aussi de jouer, d'être stimulés. Et au troisième niveau, Dr Saoul a dit tout à l'heure que Madagascar est dans le processus de révision du protocole de prévention et de prise en charge de la malnutrition, où on a mis vraiment un grand axe sur l'appui psychosocial, sur tout le continuum, donc du niveau intensif jusqu'au au niveau ménage dans la prise en charge de la malnutrition. Donc là, on savait qu'après la révision de ce protocole, on va définir maintenant les outils. Donc les éléments de ces deux outils-là, espoir pour nos enfants, vont nous permettre quand même d'avoir des éléments assez solides pour pouvoir stimuler cet engagement parental, cette capacité des parents à prendre soin d'eux-mêmes et stimuler vraiment cette parentalité ludique tant attendue. Et comme Katim As, nous travaillons actuellement avec le ministère de la Population et pour quand même mettre en place un programme parental, capaciter les parents. Et donc, l'outil n'est pas un programme parental, mais des éléments de l'outil nous serviront pour la constitution vraiment de ce programme parental-là, qui aura forcément des éléments de parentalité ludique, de développement de la petite enfance et de stimulation, tout en tenant compte du stress auquel sont confrontés les parents, les donneurs de soins aux enfants. Donc voilà un peu pour Madagascar ce que nous envisageons de faire de cet outil et ce que nous faisons en situation d'urgence. Et cet outil vient vraiment renforcer tout le paquet existant et nous sommes vraiment dans le processus pour finir ce test-là et vraiment l'intégrer dans nos programmes de nutrition et de développement de la petite enfance Nest. En Malagas, comme c'est l'occasion, on dit Sochabe Chaka. Donc, merci à vous tous. Merci. Merci. Merci beaucoup à l'équipe de Madagascar pour cette présentation. C'est un travail très intéressant que vous faites là-bas et merci d'avoir partagé votre expérience avec nous aujourd'hui. Donc, je vais maintenant passer la parole à la présentation qui nous vient de l'IUCC
Et avant de le faire, je voudrais encourager tout le monde à utiliser les questions-réponses en bas de votre écran. Vous avez les Q et R et vous pouvez mettre vos questions et on va pouvoir y répondre après. À vous, merci beaucoup. Merci beaucoup, Colin. Bonjour à tous, je suis Brian Hartmann, je suis directrice projet au Liban. Je vais vous donner une présentation. Nous sommes une organisation internationale et nous travaillons dans différents pays, y compris le Liban, et dans différents secteurs, y compris l'administration. Et je suis aujourd'hui avec vous pour discuter de l'intégration dans toutes les interventions concernant le développement de la première enfance et les programmes d'illustration, en particulier le programme de nutrition de l'UNICEF au Liban. Diapo suivante. Avant de commencer, de parler des interventions et des outils qu'on utilise pour notre projet, je voudrais vous donner un aperçu de la situation au Liban. Le Liban connaît plusieurs crises depuis un certain temps. Et c'est un des pays qui a le plus grand nombre un des plus grands nombres de réfugiés euh, par habitant. Et, donc, en même temps, nous avons une crise économique assez difficile, une instabilité politique, nous avons des défis de sécurité. Et depuis quelque temps, tout est à peu près instable. Et depuis le mois d'octobre de 2020, toutes ces crises ont mis une pression très importante sur les services et les ressources et également sur les infrastructures. Donc, nous avons aujourd'hui les services publics, y compris la santé, l'éducation et les services sociaux qui souffrent énormément et n'ont pas assez d'argent. Et nous avons également l'insécurité alimentaire et la pauvreté qui impactent la santé, la nutrition et le développement des enfants. Et tout cela a mené à un besoin urgent de toutes les interventions qui pourraient éviter la malnutrition et soutenir la croissance des enfants. Euh, pour répondre à ces défis, l'UNICEF a lancé une initiative lancée en partenariat avec le ministère de la Santé publique au Liban. C'est une des initiatives multisectorielles qui est chargé de la malnutrition et du développement de la première enfance au Liban et qui est chargé de traiter les problèmes de malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes. Il faut vérifier, il faut s'occuper de tous les services de nutrition et de la santé nutritive. Une des interventions clés de cette initiative, c'est l'établissement de, de, de coins de développement de la première enfance et sont sont essentiels pour les soignants et toutes les activités et toutes les interventions de développement de la première enfance. Elles sont établies au niveau des communautés et c'est soit ce qui se passe dans les campements informels sous tente et également dans toutes les communautés, les municipalités. Et on établit ces points un peu partout. Et il faut qu'il y ait des endroits qui soient ventilés, qui aient suffisamment de confidentialité, qui soient calmes et qui soient bien éclairés. Il faut qu'il y ait au moins des tables et des chaises pour que les enfants et le soignant puissent utiliser ça, que ça facilite les interactions entre les soignants et l'enfant. C'est également un soutien pour qu'il puisse y avoir un soutien de tout le personnel dans ce coin. Diapo suivante. Les services qui ont lieu dans je vais parler de différentes possibilités. En fait, les conseils face à face,
ce sont en général des personnes expertes en développement de la première enfance et les sessions avec les soignants durent entre 30 et 60 minutes et offrent l'espace pour observer l'interaction entre le soignant et l'enfant, vérifier le progrès des enfants et les principales étapes de développement. Je parlerai de tout ça dans les diapos suivantes. Également, on parle de la santé, de la vaccination et de la situation nutritionnelle. Est-ce qu'on peut revenir? Oui, voilà. Et également fournir des guides qui s'adaptent à chaque enfant à partir de l'évaluation faite par le conseiller. Et puis, il y a des étapes très précises pour l'enfant à l'âge de 2, 4, 6, 9, 12, 18 mois et également 2, 3 et 5 ans pour pouvoir suivre le progrès ou les progrès des enfants et jusqu'à l'âge de 5 ans. Et d'autres choses qui se trouvent dans ces sessions de groupe et qui sont également menées par les conseillers. Et ces sessions de groupe ont pour but de partager des informations et également les messages clés qui sont importants et qui doivent être donnés par les soignants. Et donc, il faut qu'il y ait un retour de tout et les défis. Et donc, on a des expériences pratiques que tout le monde peut partager. Il y a un autre service qui est fourni, c'est la visite à domicile. Ça donne l'opportunité de faire des observations directes sur l'environnement, la famille, le rôle et les relations entre la famille, et également des soins qui sont donnés par le soignant à l'enfant et ça nous donne un focus général sur tout ce qui se passe et on peut poser des questions, on peut chercher des clarifications et parler des problèmes, trouver des solutions. On voit les progrès des enfants, en plus particulier les programmes qui ont été identifiés pendant que le conseil de discussion face à face ou en groupe. Et un des services que l'on fournit également, ce sont des sessions de jeu en groupe avec les enfants et les soignants. Ça permet également davantage de communication et d'interaction entre les soignants et les enfants. Et cela donne également de nouvelles idées aux soignants appropriées à l'âge, qui ne sont pas chères et qui peuvent être utilisées un peu partout avec tout ce qu'on trouve dans une famille et par exemple, on peut créer des outils ou donner des activités pour les enfants à la maison, par exemple. Et ça a également permis la communication et le jeu entre le soignant et l'enfant. Alors là, on parle des outils qui sont utilisés par les conseillers. Et là, je donnerai d'abord des kits de développement de la première enfance qui est en général fourni par l'UNICEF, qui donne toute une série d'activités pour encourager le développement et l'interaction sociale des enfants. Par exemple, des, des colorations, des puzzles et d'autres activités. Et ça pourrait, les enfants et les soignants peuvent utiliser les coloriages, etc., pour voir l'interaction, la communication avec les enfants et le développement social aux différentes étapes du développement de l'enfant. L'autre outil qui est également très important, ce sont des cartes d'étapes de développement de première enfance. C'est utilisé par le conseiller pour faire une évaluation et on a vraiment toutes les étapes et on voit les étapes qui sont liées à l'âge. Elles couvrent les âges de 2, 4, 6, 9, 12 et 18 mois et également 2, 3, 5 ans et elles permettent d'évaluer tout le développement social, émotionnel, de communication et cognitif et physique à chaque âge, permettent des pratiques pour soutenir le développement de l'enfant et donner des conseils aux soignants sur les actions si
les étapes ne correspondent pas. Et ça également donne des conseils pour les familles et donne également des informations concernant la vaccination et les immunisations qui n'ont pas été faites. Il y a également des évaluations sur les maladies infantiles et ça permet de voir s'il y a une malnutrition, en pesant l'enfant, le mesurant et également de voir les progrès de l'enfant. Et ça permet également des directions adaptées à l'âge pour les soignants, pour ceux qui s'occupent de l'enfant, et permet aux parents de voir le développement de leur propre enfant. Et là, je vous donne un exemple. À l'âge de 1 an, puisque je l'ai mentionné, nous avons des cartes adaptées à chaque âge avec les différentes étapes. Je l'ai mentionné auparavant. Et là, on commence, par exemple, sur ces cartes, à avoir des données comme l'enfant de l'enfant, l'enfant du père, le nom du père, pardon, le nom de la mère, qui s'occupe de l'enfant, le sexe de l'enfant, l'âge de l'enfant, et également toutes les informations qui pourraient être importantes pour comprendre. Diapo suivante. Et là, c'est la deuxième partie de cette évaluation du développement de l'enfant. Et là, on voit que le conseiller devrait observer et voir cette checklist avec le soignant. Et ça comprend les étapes sociales et émotionnelles, également cognitives, le langage et de communication, le mouvement, le développement et physique. Et par exemple, on peut demander de jouer avec l'enfant par rapport à son âge et d'observer comment l'enfant réagit et agit, par exemple, pour faire certaines choses et devant l'enfant, de voir si l'enfant peut copier des actions simples que fait le soignant. Pour la langue, par exemple, on essaie de voir comment l'enfant appelle ses parents, maman, papa ou baba ou tout autre terme spécifique utilisé par région. Est-ce qu'il peut répéter des mots simples, des sons simples et on peut voir également si l'enfant comprend certaines choses. Sur le plan cognitif, le soignant doit poser à l'enfant de mettre quelque chose dans un conteneur et voir si l'enfant agit comme le souhaite le soignant et fait l'activité en question. Et par exemple, est-ce que l'enfant peut pointer du doigt certaines choses et on peut voir si l'enfant comprend vraiment, euh, par exemple, s'il marche devant les meubles, etc., de savoir, on observe l'enfant, on essaie de voir par rapport aux différentes étapes qui correspondent à l'âge de l'enfant. Euh, euh, Ici, selon l'âge de l'enfant, les cartes varient, bien entendu. Donc, avant de commencer, est-ce qu'on peut revenir juste un peu en arrière? Donc, si l'enfant n'a pas atteint une ou plusieurs étapes de sa vie, des capacités qu'il devrait avoir, dans ce cas-là, il faut envoyer l'enfant voir un centre de santé primaire ou un médecin, etc. Et le soignant doit doit envoyer son enfant chez un spécialiste. La deuxième partie concerne l'évaluation MUAC. Donc, on prend les mesures de l'enfant et, et par exemple, vous avez ce qui est nécessaire ici, d'identifier les, les cas de malnutrition ou s'il y a un risque ou pas de risque, etc. Et tout ce qui a pu être identifié, et également les actions qui devraient être prises. Par exemple, si on a identifié un cas de malnutrition aiguë, il faut l'envoyer au centre de traitement, ce problème. Et également, selon l'évaluation,
avec le soignant, vérifier les besoins de l'enfant et voir s'il y a besoin de conseils supplémentaires, etc. S'il faut un examen médical sur l'évaluation de la nutrition, etc. Ou au contraire, s'il faut aller dans d'autres programmes comme le programme liquide, le programme nutrition, etc. Et il y a également le suivi de la croissance et il faut prendre la taille de l'enfant et son poids et vérifier pour utiliser la charte pour voir si tout va bien et pour voir si l'enfant a perdu, a grossi ou s'il n'y a pas de risque du tout. Ou également, il faut prendre des actions selon le cas et agir, c'est-à-dire qu'il faut envoyer l'enfant selon ce dont il souffre pour qu'il y ait un examen supplémentaire par un spécialiste ou l'envoyer au centre médical. Et il faut également parfois que les deux, l'enfant et le soignant, aillent voir un conseiller qui peut les guider sur tout ce qui concerne la nutrition, etc. Et puis, s'il faut absolument fournir à l'enfant des suppléments alimentaires, donc dans ce cas-là, on fournit ces suppléments alimentaires selon l'âge et également les lignes directrices données par le secteur de la nutrition selon le cas de l'enfant et son âge. Diapo suivante. Et puis ensuite il y a également l'immunisation et ça, c'est très important également parce que il faut, ça peut varier d'un enfant à l'autre selon le calendrier des vaccinations, selon l'âge de l'enfant et le conseiller doit également vérifier si l'enfant est à jour de tous ses vaccins, comme ça devrait être le cas et s'il faut, s'il n'a pas eu un rappel, par exemple, ou le conseiller doit envoyer l'enfant et le soignant, vers le centre médical le plus proche, pour, que l'enfant puisse être vacciné et ou s'il faut des soins particuliers, le conseiller doit également vérifier s'il y a des signes de danger qui ont été notés par rapport à l'enfant. Par exemple, il faut vérifier si l'enfant peut boire ou allaiter ou boire au sein, etc. Ou si l'enfant souffre de chaleur, perd connaissance, ou s'il a de la diarrhée, des tempêtes de la fièvre, etc. Et il faut envoyer l'enfant soit chez le pédiatre, à l'hôpital ou au centre médical. Où il faut également donner des conseils nécessaires. Il faut également vérifier le développement et voir s'il y a des signes de danger ou voir ce qui se passe. Et par exemple, il faut vérifier si l'enfant entend bien ou pas, ou si il faut vérifier si et il faut également, dans ce cas, si quelque chose ne va pas, envoyer l'enfant chez un pédiatre, au centre médical ou chez un spécialiste. Diapo suivante. Alors, il s'agit là du suivi après l'évaluation. Le conseiller doit donner aux soignants tous les conseils concernant les bonnes pratiques, etc., selon l'évaluation, bien entendu. Et elle doit aussi vérifier pour savoir s'il faut faire un suivi auprès de cet enfant. Est-ce qu'il faut ou savoir si le soignant doit revenir avec l'enfant et également préciser aux soignants à quelle date l'enfant devrait revenir avec le soignant au centre de développement de la première enfance pour le suivre. Et également, tout peut se faire également par téléphone ou aller à la maison. Et ça dépend du degré de suivi nécessaire. Et, et s'il n'est pas nécessaire, de prévoir une visite de suivi. Et donc, c'est la même chose à d'autres âges. Par exemple, un enfant de 2 mois doit revenir absolument dans les coins
développement de la première enfance à 4 mois, 6 mois, etc., pour suivre ses progrès. Et après, c'est pareil, il faut savoir s'il y a besoin de suivi ou en fait le faire revenir entre les différentes étapes. Diapo suivante. Voilà. Pour les autres outils qui sont utilisés, nous avons des cartes de conseil qui sont en arabe et qu'on donne aux conseillers pour qu'ils les utilisent dans leur session pour pouvoir donner quelque chose aux soignants concernant le développement de l'enfant. Et il y a des différents âges. Et ça commence à la naissance, puis ensuite une semaine, ensuite jusqu'à 6 mois, jusqu'à 8 mois, 12 mois, 2 ans, etc. Et de donner aux soignants un texte pour chaque étape sur la façon de réagir, par exemple, avec l'enfant, en particulier par rapport à l'alimentation, pour voir si l'enfant réagit bien, à la communication et toutes les choses qui sont liées au développement de la première enfance. Il y a d'autres outils qui sont utilisés euh, par les conseillers sont les posters du berceau. Comme on dit, c'est quelque chose qui a été élaboré par l'UNICEF également et qui comprend également les différentes étapes de- aux différents âges de l'enfant. Par exemple, on voit ce qui concerne les mouvements, le développement social également, et tout ce qui est lié au langage, au développement du langage, et toutes les autres étapes importantes et d'autres outils qui sont utilisés. Il y a des épisodes, 9 épisodes brefs qui sont lancés également par l'UNICEF en coordination avec le ministère de la Santé publique. Et vous pouvez les trouver sur YouTube et également sur les plateformes des réseaux sociaux de l'UNICEF et suivre les développements de Hannah et Adi jusqu'à l'âge de 5 ans. Et il montre les différentes étapes de développement, également tout ce qui est les sessions de nutrition, les soignants également, et les conseillers utilisent ça pendant les sessions et durant les sessions de conseil en face à face pour aider à répandre, à faire passer le message et qui aide, ces outils aident les conseillers à faire passer les messages aux soignants. Il y a 90 modules que nous avons élaborés sur 7 sujets liés au développement de la première ensemble, le kit de nutrition, les compétences de soignants, etc., l'attachement parent-enfant et différents autres sujets. Et ça, c'est utilisé comme guide de référence pour les conseillers et également, ils ont également toutes les compétences nécessaires par rapport à cela. Et là, ce que vous voyez, d'autres outils utiles pour... là, on a ce qui permet de mesurer, et il y en a toutes les mesures, il faut qu'ils aient ça avec eux. On a également les chartes de suivi de croissance pour les garçons et les filles, pour pouvoir suivre la croissance de l'enfant et de les peser et de les mesurer pour pouvoir savoir connaître exactement le lien avec cette charte. On a également euh, une, une échelle de poids et également qui permet, un outil qui permet de mesurer la taille de l'enfant. On a également des formulaires qui vérifient où il faut envoyer l'enfant, s'il faut l'envoyer quelque part dans un centre, chez un médecin, chez un pédiatre ou ailleurs, ainsi que toute la famille. Et on a également les formulaires de suivi, de développement de la première enfance pour pouvoir surveiller les activités
qui ont lieu dans les coins de développement de premier ensemble, les sessions de groupe, les sessions de jeu et toutes les activités qui ont lieu là-bas. Et je crois que c'est tout. Ça, c'est la dernière diapo. Merci. Merci, Bayan. Merci beaucoup de cette présentation très intéressante et d'avoir expliqué vraiment les différents outils que vous pouvez utiliser dans vos programmes. Maintenant, on passe à la session questions-réponses. Andrea et Eduardo, bon, je vous donne la parole pour diriger cette période, cette session de questions-réponses. Merci, Colline. Merci tous d'avoir été là. Et nous avons presque une centaine de participants dans ce webinaire. Et les questions-réponses, on voit que c'est très, très actif. Certaines questions ont déjà connu leur réponse. On va répondre absolument à tout ce que vous avez écrit. Si on n'a pas suffisamment de temps pendant le webinaire, on va s'assurer de revenir vers vous pour répondre à toutes les questions. Mais entre-temps, il y a plusieurs questions qui sont là et je pense que c'est important pour les présentateurs. Et merci beaucoup à tous nos collègues et amis au Liban et à Madagascar. Andrea, vous voulez présenter une des questions-réponses? Une des questions pour les présentateurs? Oui, oui. Je vais commencer avec la première ici. C'est pour Bayan. La personne veut savoir dans une session de groupe et combien de fois vous le faites par mois. Bayan? Oui, Andrea. Je n'ai pas entendu la première partie de votre question. Est-ce que vous pouvez la répéter? Ça concerne le conseil de face à face et de groupe. Il souhaite savoir combien de fois par mois ça a lieu. Pour le conseil de face à face, il n'y a pas de prévision de plan prévu. Ça dépend des besoins et des questions, et des problèmes qui sont rencontrés et que le conseiller identifie. Avec le soignant, par exemple, si le conseiller identifie des problèmes liés à l'alimentation, par exemple, ou liés à l'enfant, à l'attachement par enfant, par exemple, il va falloir plus d'une session avec la mère et ça dépend en fait des sujets. Donc, et qui peut discuter. Donc, on n'a pas de choses fixes, en fait, dans ce cas-là. En revanche, pour les groupes sessions, donc, pour face à face, ça dépend des problèmes et de la nécessité pour le suivi. Pour les sessions de groupe, on essaye en général de combiner plus d'un sujet, plus d'une session de groupe, parce qu'on sait qu'il y a des défis et d'avoir les mêmes soignants qui vont dans les mêmes groupes en même temps. Donc, on essaie de couvrir les trois sujets. Ça dépend en fait de ceux qui sont présents et des participants de la session et de la situation. Donc, il n'y a pas non plus de choses vraiment fixes pour les sessions de groupe, mais on essaie dans toute la mesure du possible de couvrir tous les sujets liés au développement de la première enfance, des outils, etc., des jeux. On essaie de couvrir les trois sujets en une session, mais ça dépend de beaucoup de choses, des soignants, de leur disponibilité, etc. Mais il n'y a plus d'une session. Merci, Bayan. Ensuite, je suis les questions-réponses. Il y en a beaucoup. Et ça montre que les présentations étaient très riches et il y a de nombreux outils. On a différentes questions concernant les cartes. Je ne sais pas si on peut donner euh, la parole. On a beaucoup de questions sur
Donc les gens veulent voir tous les documents. On va voir si on peut partager tout ça. Et c'est une question qui est adressée à la fois au Liban et à Madagascar. C'est car il y a des commentaires sur les cartes. Comment est-ce que vous travaillez avec ces cartes? Et, on a l'impression que souvent, ces cartes comprennent différentes étapes, mais elles ne sont pas gardées par la famille. Comment est-ce que vous le faites? Comment est-ce que vous gérez ça? Et comment vous vous assurez que qu'elles soient vraiment utilisées par la famille par la suite? Donc, on ne donne pas les cartes aux familles, mais on explique aux soignants les résultats de chaque session et à la famille, en fait. Et on l'a utilisé l'an dernier pour les avoir en dur, en fait. Et le conseiller devait écrire avant les informations sur le papier. Mais cette année, on devrait, en fait, avoir un format numérique. Et on va essayer de voir ça avec Google Sheets. C'est plus facile. Pour le suivi, pour que ce soit plus facile pour nous d'avoir accès aux informations plutôt que quand on est sur papier. Donc, euh, pour le personnel, ils rentrent tous les renseignements sur Google Sheet et ensuite il y a un suivi avec les soignants et on a en fait un score de référence et on peut y aller rapidement avec les différentes étapes, à quel âge, etc., pour faire l'évaluation à 4 ans, par exemple, etc. Et on peut vérifier ainsi les progrès de l'enfant. Mais pour les soignants, on ne leur donne pas les cartes. Mais en fait, on leur donne les résultats, c'est tout. Et c'est facile d'accès pour notre personnel parce qu'on peut sortir la feuille Excel et avec le personnel et ils peuvent l'utiliser à partir des informations collectées. Merci, Bayen. Andrea, vous voulez poser la question suivante? Merci, Eduardo. Euh, Ensuite, c'est lié à l'évaluation des étapes. Les gens demandent si c'est fait par les volontaires au sein de la communauté ou bien par le personnel qui fait les évaluations et si les documents sont fournis pour tous les enfants. Donc, je vais commencer par le matériel, les documents. Et ça, c'est donné et utilisé dans les corona de développement de la première enfance et également pour les soignants. On utilise tout ça et on les garde dans ces points de développement de la première enfance. On ne les donne pas aux soignants. On utilise, pour donner un contexte, on essaie de choisir des personnes qui ont des études de nutrition, enfin, qui leur permet de savoir ce qui se passe à chaque étape, en fait. Et les conseillers sont essentiellement des sages-femmes ou des nutritionnistes pour qu'elles puissent comprendre les besoins de conseiller les familles ou le développement, qu'elles soient au courant du développement de l'enfant, etc. Est-ce qu'on peut poser la même question à Madagascar pour mieux comprendre la composition du personnel et comment est-ce que vous travaillez avec les professionnels, les volontaires, etc., toutes les personnes qui sont impliquées dans les activités de développement de la première enfance et tous les contextes dans lesquels les outils sont utilisés. Pour les Madagascar, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre un peu plus les structures des gens que vous êtes pour faire les activités de développement de la première enfance dans les centres ou là où vous utilisez Oui, les outils? oui, oui, merci. Donc, oui, à Madagascar, effectivement, donc, nous avons la sécurité sanitaire et en dessous de cette sécurité sanitaire du système de santé, nous avons les agents communautaires, ces agents communautaires qui appuient. Donc, pour pouvoir avoir les grilles de développement, on a actualisé le carnet de santé
Et donc, dans le carnet de santé de l'enfant, il y a déjà les grilles de développement. Et donc, quand l'enfant vient, lorsqu'il vient dans le service de nutrition, l'agent de santé fait cette évaluation-là, psychomotrice de cet enfant-là. Et c'est en fonction du résultat, il partage le résultat avec l'agent de santé, avec le parent, pour lui dire un peu à quel niveau est l'enfant. Est-ce que l'enfant a un bon stade de développement ou est-ce que l'enfant a un retard? Et lorsque l'enfant a un retard, alors là, l'agent de santé lui prescrit alors une thérapie de stimulation qui est faite avec les intervenants sociaux qui sont dans certaines régions rattachées au centre de santé et aussi ces âges. Quand l'enfant maintenant quittera le système de santé, le suivi maintenant est fait à domicile avec ces agents communautaires qui font ce suivi à domicile. Donc, c'est vraiment un duo entre les agents de santé, les intervenants sociaux et les agents communautaires pour faire ce suivi à domicile et tout. Et on avait une contrainte aussi, c'était de pouvoir renseigner ça dans nos indicateurs nationaux pour savoir ces enfants-là qui viennent dans les centres de santé, ont-ils bénéficié d'un paquet de stimulation. Donc, dans la révision des outils de gestion dans les centres de santé, on a inclus maintenant dans le registre de suivi de l'enfant, est-ce que l'enfant, lors de son passage dans ce service hospitalier-là, a bénéficié, il y a un indicateur qui renseigne ce que l'enfant a besoin d'appui psychosocial, de stimulation et tout. Pour ce qui est de l'outil maintenant qui vient en renfort, peut-être Dr Saoul pourra nous aider à repréciser l'outil sur lequel maintenant on est en train de se baser pour pouvoir mettre à l'échelle nos interventions. C'est Dr Saoul? Oui, en fait, c'est l'outil-là, il s'appelle Espoir pour l'enfant. Et c'est un outil à parentalité ludique, Espoir pour l'enfant, pour parentalité ludique. Et le bien-être, le deuxième, c'est le bien-être des responsables des enfants. Voilà. Voilà donc notre outil. Outil. Et je reviens sur Sadiel a parlé tout à l'heure sur cette carte. Cette carte-là, c'est intégré dans le carnet de l'enfant avec des tranches d'âge. Comme quoi, si l'enfant va arriver à l'hôpital, il y a une tranche d'âge afin que les agents de santé voient à quel âge c'est cet enfant et qu'est-ce qu'ils font donc sur cette tranche d'âge-là. Merci. Il y a différentes questions concernant les mesures et peut-être que si je peux donner la parole au Liban, parce que nous savons que le Liban travaille là-dessus, sur les mesures, y compris les mesures avec les outils pour mesurer et suivre le développement. Et, je vais vous parler de ce qui a été mis en œuvre au Liban. Toute la famille dépend de centres de santé et on voit ce qui se passe dans la malnutrition, etc. Au niveau de la communauté. Et il y a la même chose que dans les coins de développement pour la première enfance. Et les personnels là-bas sont sont formés pour prendre les mesures de l'enfant. Et avec l'outil que j'ai montré dans les diapos, il y a des points spécifiques pour la malnutrition. Et dans tous les cas, on identifie les choses comme modérées, toutes les traces de malnutrition comme modérées, aiguës, etc. Et tout doit être suivi par le centre de santé le plus proche. Et dans ces cas-là, on prend également la taille et le poids de l'enfant grâce aux cartes pré et aux échelles normales prévues. Et toute l'équipe peut en fait se déplacer. Ils n'ont pas besoin de rester dans l'endroit où ils sont établis, les points. Ils peuvent se déplacer dans les communautés pour prendre les mesures au niveau communautaire, où ils mesurent et pèsent les enfants et calculent les scores par rapport à l'échelle.
Et selon le cas, l'enfant est envoyé après chez le pédiatre ou autre. Ce sont les mesures de poids et de taille qui sont prises normalement. Et nous également, on essaie de voir s'il y a d'autres problèmes euh, et on envoie l'enfant dans les centres de santé pour les vérifications et le suivi de santé. Et si vous avez besoin de savoir autre chose concernant les mesures, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci beaucoup, Brian. Andrea, vous voulez... Il y a beaucoup de questions dans la boîte questions-réponses, mais on essaie d'en prendre encore quelques-unes. Et si on n'a pas assez de temps, ce sera bien le cas. Et on répondra à vos questions, à toutes vos questions, après ce webinaire. Je vais profiter du fait que Brian a toujours son micro ouvert. Et on voudrait savoir si le Liban peut partager avec nous l'impact des mesures, parce que ça aiderait beaucoup de pays euh, euh, pour tout investissement. Est-ce que c'est possible, Brian? Est-ce que vous avez l'impact des mesures que vous prenez? Vous voulez dire l'impact qu'on peut mesurer, par exemple, oui, par rapport à la malnutrition pour notre organisation, ce que nous faisons d'habitude. On fait une étude pour dans toutes les communautés où nous sommes intervenus pour mesurer l'impact de nos interventions et également parce qu'on travaille avec les enfants à différents âges. Donc, on peut mesurer les progrès de ces enfants depuis l'âge de 2 mois jusqu'à 5 ans. Donc, on peut mesurer les progrès de l'enfant de 2 mois jusqu'à 5 ans. Et donc, soit on a ces deux façons de suivre la situation. Au sein des activités, on peut vérifier les progrès de l'enfant après notre intervention de l'âge de 2 mois à 5 ans. Et après avoir reçu nos activités, nous avons eu un suivi, différents services. On voit que les bénéficiaires sont satisfaits de nos interventions et l'impact de nos interventions sur leurs enfants. Et on a reçu le retour, hein, et c'était toujours positif. Merci, Brian. Eduardo. Donc, également une autre question, la même question pour Madagascar sur la façon dont vous mesurez les enfants et vous pesez les enfants. Jadiel, tu veux aussi parler peut-être des interactions simples? Oui, en fait, on mesure les enfants à l'aide de MUAC pour la mesure du périmètre brachial. Puis, on a pesé et mesuré la taille aussi. Et puis, on va donc pour pour la détection de la malnutrition, on a donc fait aussi une recherche de systèmes bilatéraux et on fait donc une suivi de croissance sur cette courbe dans la mesure de poids et de taille. Le suivi de croissance s'est fait donc au niveau de centres communautaires et c'est fait par les assistants communautaires. Et les assistants communautaires, quand ils voient donc les indicateurs, le poids taille ou les PB des enfants, ils vont faire donc une référence au niveau des centres de santé pour la prise de décision. Merci beaucoup.
Peut-être une question supplémentaire. Une fois qu'on a identifié tout ça, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les interventions rapides qui sont les plus efficaces au Liban et à Madagascar et comment il y a une coordination dans les différents secteurs de santé, nutrition, éducation, protection, etc., pour que les enfants puissent être aidés quand ils ont été identifiés comme ayant un retard de développement? Oui. Et il y a beaucoup d'interventions qui sont faites dans des interventions multisectorielles. Par exemple, je peux commencer par la sécurité alimentaire ou le programme de sécurité de protection. Par exemple, ces enfants peuvent être envoyés avec leurs soignants pour qu'on leur donne des cours ou des vouchers pour qu'ils puissent acheter les aliments qu'il faut. Et et on a si un cas de malnutrition est important, on envoie les soignants et les enfants pour qu'ils puissent être aidés par de la nourriture ou autrement. On a également des travailleurs sociaux qui essaient d'envoyer tous ces cas pour qu'ils puissent avoir l'assistance nécessaire. Et ça pourrait être des programmes où on leur donne de l'argent, ça pourrait être des cours sur l'alimentation, etc. pour d'autres secteurs. On essaie de faire une coordination avec d'autres secteurs pour nous assurer que les familles puissent avoir accès à l'eau propre et potable et toute l'assistance nécessaire dans ces cas-là. On essaie de les envoyer vers les centres de santé les plus proches pour qu'ils puissent obtenir l'aide nécessaire. On les envoie également à l'hôpital si, par exemple, il faut qu'ils subissent un traitement un peu plus solide. Et puis, il y a également des initiatives qui permettent de mesurer et de travailler avec les hôpitaux pour mettre tout cela en aide et sur l'initiative qui promeut toute la prévention de la malnutrition. Il y a d'autres interventions. On envoie également les enfants qui sont handicapés, par exemple, vers d'autres associations qui s'occupent de ces handicaps et qui s'occupent de ces cas. Mais quand on détecte des problèmes liés au développement de l'enfant et à la malnutrition ou à la nutrition de façon générale, on les envoie vers d'autres organisations ou entités qui fournissent ce genre d'aide dans tous les secteurs. Ça pourrait être la santé, ça pourrait être la protection sociale, la sécurité alimentaire, et ça pourrait également être la protection, ça pourrait également être l'eau, etc. Et selon le cas, on les envoie vers d'autres entités. Et c'est pour ça qu'on a des cartes d'étapes et de référence par rapport à chaque secteur. Et on veut s'assurer que le conseiller les envoie vers l'endroit le plus approprié pour l'aide et l'assistance. Merci beaucoup, Bayan. Est-ce qu'il y a une question intéressante? Euh, Comment est-ce qu'on sait qu'il y a une amélioration euh, sur- concernant les enfants qui bénéficient de ce programme de développement? Est-ce qu'il y a une comparaison possible entre les enfants qui entrent dans ce programme et ceux qui ne participent pas? Euh, on essaie d'avoir quelque chose de général et on essaie de façon générale d'avoir un package général et détaillé pour chaque enfant et pour les interventions, etc., entre ceux qui sont concernés et ceux qui ne sont pas concernés. Je l'ai mentionné auparavant, les interventions ne sont pas également fournies par le Centre de développement de la première enfance, mais également par la communauté, etc. Quand on atteint ces enfants, on s'assure qu'on puisse leur fournir un package holistique lié au développement de la première enfance. Comment est-ce qu'on peut comparer ou mesurer l'impact de notre intervention?
c'est en fait, c'est lié au suivi, aux visites de suivi et de voir l'enfant à chaque étape afin qu'on puisse adapter le programme et savoir si on est dans la bonne direction ou quoi. Et d'envoyer l'enfant si c'est nécessaire en leur fournissant les services à chaque étape et à chaque âge comme c'est nécessaire ou selon la nécessité. Merci beaucoup. Je ne veux pas frustrer qui que ce soit, mais je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais je sais que certains ont encore des questions qui n'ont pas encore écrites, des questions-réponses. Faites-le maintenant et on va terminer à la suite de ce webinaire, on va prendre toutes les questions et on va vous envoyer les réponses adaptées. Bien entendu, le groupe de travail de la première enfance qui a organisé ce webinaire va soutenir et continuer pendant toute l'année et à vous soutenir et à s'impliquer à vos côtés pour le programme et en cas d'urgence et à réagir en cas d'urgence. Et vous recevrez les présentations et l'enregistrement de ce webinaire. Et nous, comme le dit Sania dans le groupe, et nous, on va répondre à chaque question qui n'a pas eu de réponse. Et on va également rester à vos côtés. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais euh, euh, terminer ce webinaire incroyable. Merci beaucoup à tous et aux présentateurs et à nos collègues du monde entier, les présentateurs de Madagascar et du Liban, qui représentent le gouvernement, la société civile et les agences des Nations Unies. On a des intervenants des trois groupes. Juste avant de terminer, donc on va apparaître sur votre écran euh, un sondage et on voudrait que vous répondiez. Ça va prendre juste quelques minutes et veuillez prendre sur votre temps parce que pour nous, c'est très important d'avoir ces activités, donc ces réponses qui nous permettent de partager les outils, les connaissances et tout ce qui est nécessaire et disponible pour tous les programmes. Et on espère avancer et, et faire avancer cet agenda de développement de la première enfance. Et, et on travaille à l'amélioration de tout ça. Merci à tous et, et restez connectés. Et on est toujours avec vous, on est tous ensemble. Merci à tous.